toutes et toutes. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, j'aimerais échanger sur la communication non violente. Parce que j'ai vu effectivement un article, et c'est pas la première fois qu'on parle de communication non violente, un article sur la Finlande en l'occurrence, bon, cette fois-ci. Et effectivement, c'est pour apprendre aux enfants l'empathie, se mettre à la place des autres, se mettre à la place de la victime et de pouvoir laisser s'exprimer les deux parties en présence d'adultes qui sont bien évidemment eux-mêmes conscients de ce que c'est que la communication non violente, donc de ce que c'est que la communication violente. Et c'est donc de ça que je vais parler, parce qu'en fait, avant de parler de communication non violente, c'est comme si on parle de pleine conscience, on va dire. La pleine conscience, c'est quand on se connaît soi-même et qu'on peut faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, quand l'autre en face de nous s'exprime. Mais avant toute chose, il faut avoir conscience. Voilà. Donc avoir conscience déjà de ce que c'est que la violence verbale et qu'elle est dans certains milieux et milieux culturels ou milieux communautaires, voire pays, complètement normalisés, voire, voire intégrés inconsciemment en fait. Et c'est vrai que moi-même, je m'étais dit, à force d'accompagner les gens, même en tant que coach, hein, donc je ne suis pas psy, comme on joue sur les émotions et qu'on ne sait pas à quel moment l'obstacle a pu se mettre en place, on va dire, au niveau du développement de la personne, parce qu'en fait, on dit développement de l'enfant et développement de l'adulte, mais en fait, nous sommes des enfants qui sommes devenus adultes. Hein, alors, je ne suis pas une fan à 100% de Dolto, mais il y avait quand même cette idée d'adulte en devenir, avec certaines étapes, et ne pas oublier justement les étapes de l'enfance où on est censé effectivement sécuriser l'enfant. Alors c'est vrai que le développement de l'enfant étant arrivé qu'en 2016 dans certains secteurs, et notamment dédiés à la petite enfance, c'est assez surprenant. Toutefois, mieux vaut tard que jamais. Mais cela veut dire que malgré tout, il n'y a pas encore une complète intégration de l'importance et de l'impact que peut avoir euh, les mots et surtout le non-verbal aussi, puisque les enfants ne vont pas forcément comprendre les mots, donc ils vont être sur des sensations et sur des intonations. Donc ça crée déjà de la mémoire sensorielle. Sans forcément comprendre les mots. Et puis après, en grandissant, il peut y avoir du non-verbal, plus les mots qui peuvent faire extrêmement mal. Parce que la violence, la communication non violente, elle est vraiment sur la parole et sur comment on va dire les choses. Hein. Et puis le non-verbal, effectivement le corps, mais sans aller jusqu'à quand on lève la main comme ça sur quelqu'un, c'est déjà violent, même si on ne l'a pas frappé. Hein. Donc c'est important de prendre conscience de enfin, c'est important de prendre conscience de ce phénomène et de la façon dont on va réagir, parce que inconsciemment, on va réagir à des mots, des gestes et des intonations inconsciemment. Et croyez-moi que même en étant coach et en ayant travaillé depuis très très longtemps sur moi, vous pouvez avoir de l'inconscient qui ressort, et ça, c'est en instantané, et c'est assez surprenant. Voilà. Où la façon de parler et puis de s'adresser à la personne, même si c'est un enfant justement qui n'est pas forcément en développement, mais même si c'est un adulte, parce qu'en fait le cerveau va fonctionner de la même façon, c'est comment on le nourrit, et le besoin d'affect est toujours là. Au bout d'un moment, ça va affecter effectivement l'estime de soi et la confiance en soi. Et d'ailleurs, c'est cela. Et dans la vie de tous les jours, quand on parle par exemple de délation, la délation, encore une fois, alors je suis désolée, ça fait écho, c'est pas forcément voulu, et justement, c'est ce que je vais démontrer, c'est que on part du principe que c'est quoi? C'est dénoncer quelqu'un sur quelque chose. Mais le commérage a la même base. Alors, effectivement, il n'y a pas forcément mort d'homme. Et encore, je ne suis pas certaine, parce que je pense sincèrement qu'à force de dénigrer certaines personnes, et en plus euh, avec l'intention de nuire dans certains cas,
peut conduire des gens à avoir des gestes malheureux, sincèrement. Et même s'il n'y a pas cette intention-là, derrière, ça peut faire du mal aux personnes. Et si la personne est toujours dans cet environnement-là et qu'il n'y a pas un seul moment où elle va entendre quelque chose de positif, ou rien recevoir d'affectif, oui, oui, c'est possible. D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid. Alors, on met ça sur le compte de la vieillesse ou quoi que ce soit. Mais finalement, c'est aussi respecter le fait qu'il y ait certaines personnes qui soient plus sensibles. Et toutes les croyances, et je reviendrai sur les préjugés, peuvent être en elles-mêmes des, des vecteurs de violence en fait verbale. Hein. À partir du moment où on dit à un enfant qu'il est nul, qu'il n'arrive pas à faire ça, que ça va pas assez vite, qu'il n'arrivera à rien, que c'est un bon à rien, que tout ça, ça n'aide pas un enfant à se développer dans la confiance et la bienveillance. Alors heureusement, les tuteurs de résilience, comme on les appelle, sont là, mais à partir du moment où vous êtes dans un environnement qui est toujours négatif, vous avez beau être le plus optimiste possible, et croyez-moi que je sais de quoi je parle, donc je me sens d'autant plus légitime pour en parler, au bout d'un moment, vous vous éteignez petit à petit. Voilà, donc c'est très très important d'avoir conscience de l'importance. Mais au niveau du travail, c'est pareil. Si vous avez des personnes qui font passer leur frustration sur vous, avec des petites réflexions au quotidien, ça peut être aussi à la longue extrêmement perçu comme de la violence au bout d'un moment donné parce que la personne va se sentir tout petit et rabaissé systématiquement. Euh, je me souviens aussi de comment ça s'appelle d'une émission qui reprenait, qui était surprise parce que je crois qu'il était psychiatre, qui était surprise, c'est un homme, parce que le jeune homme avait été harcelé à l'école et disait que ces harceleurs finalement enfin, le suivaient même jusqu'à la maison. Et là, le psychiatre, c'est un médecin, je sais plus, médecin en tout cas, lui dit, bah dis donc, c'est incroyable que ça aille jusque-là. Il faudrait s'occuper de la santé mentale de ces enfants. Et quelque part, on dit santé mentale, oui, parce que d'abord, ce qui était intéressant, c'est que le médecin, du coup, n'a pas compris que, effectivement, la violence ne s'arrête pas à l'école. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, et en plus, il n'y a pas de contexte, et puis ça part dans tous les sens, et c'est vraiment quelque chose de terrible pour les enfants. Mais il faut bien prendre conscience que si les adultes ne sont pas au fait de leur propre communication violente, c'est malheureusement effectivement les enfants qui vont trinquer. Donc c'est bien de les former à l'école. Hein, je reprends l'exemple de la Finlande. Mais si on est dans un environnement où la loi du plus fort est encore celle qui prévaut, il va y avoir un décalage effectivement. Et en plus, le repérage de la violence et du harcèlement sur le terrain que les enfants vivent va être non seulement pas perçu, et de la même façon dans l'entreprise, il y a encore des formations en ressources humaines, justement, où on va casser psychologiquement les personnes, où on va essayer de les casser. Donc, bah, écoutez, on n'est pas alarmé. Celui qui veut être alarmé et qui veut qu'on le prépare comme ça, parce qu'évidemment, il va être justement au milieu de gens qui veulent le tuer, c'est-à-dire prendre une balle et tu te relèves pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième chance là. Hein. C'est pas, oh, bah, on recommence, on se la refait. Donc oui, là, il faut en faire des personnes qui vont être capables c'est-à-dire là on va chercher le cerveau reptilien d'être en mode survie, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour les personnes qui reviennent de guerre, et pour les personnes qui ont été en trauma, parce que ils ont été en mode survie, et les enfants qui ont été extrêmement comment dire euh, malmenés et maltraités dans certains cas, avec dans des environnements violents, mais sans que ça soit physique, mais psychologique ou verbal, même entre les deux parents.
vont développer un mode survie de toute façon. Donc, ça va être plus difficile pour eux, d'autant plus que s'ils ils revivent un trauma marqué, de faire confiance après. Donc, il y a heureusement la résilience et qu'à partir du moment où vous avez eu la chance d'avoir rencontré des gens sur qui vous pouviez compter, ça prouve qu'on peut encore avoir confiance en l'humanité. Mais des gens qui ont été en guerre pendant des années et des années et qui reviennent dans la vie civile et qui en plus vont être rejetés par la personne qui a été gentiment dans son canapé et puis à qui, bah, au départ, on lui a dit que la guerre c'était bien, puis demain c'est pas bien. C'est pas mon exemple qui est pas très très rigolo. Ça prouve bien quand même que la communication euh, globale, donc c'est-à-dire à la fois voilà, le non-verbal, bon, j'ai des origines italiennes, qu'est-ce que vous voulez, donc si je fais pas les mains qui bougent, ça pose problème. La façon dont je vais parler, est-ce que je vais être plus posée, est-ce que je vais aller plus vite, parce que je regarde le timing et que je me dis est-ce que ça va passer sur YouTube. Mais ça peut être interprété différemment, vous voyez, je vais aller vite parce qu'il y a des choses qui... J'ai 12 millions d'idées qui me viennent. Et donc du coup voilà. Donc c'est important d'avoir cette conscience-là. Donc voilà, merci de votre écoute.